Bel bonsoir, peuple, moi, manqué, espère que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire, votre émission Tchou pour tête. C'est votre rendez-vous déconstruction, la recherche de nouvelles alternatives avec une équipe, un invité de qualité que je vais présenter dans un petit instant. Mais avant tout, Saïd et Elrich. On est là, posé. Ok. Ouais. Eh bien, tant mieux alors. Eddie, un invité de qualité. Bonsoir, notre invité. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment Très vas-tu? bien, toujours. Alors, si tu peux te présenter, monsieur Patrick Bosselin. Patrick Bosselin, producteur, réalisateur, auteur, martiniquais. Production de films pour raconter notre histoire. Depuis plusieurs années, on en parlait hors antenne, depuis 1996. Depuis 1981. 81. 1981, j'ai monté ma boîte de production, Studiopathe. Voilà. Ça fait quelques décennies, tout ça. C'est ça que j'ai vu là, en dessous d'une affiche. Mais bon, on va en parler dans un petit instant. Et pourquoi cette thématique du soir, c'est-à-dire la thématique sur le cinéma antillais, Ulrich? Alors, en ce moment, il y a une certaine effervescence autour de deux films qui font une certaine actualité. Mais en fait, dans les commentaires et dans les échanges qu'on a, est revenu souvent, en tout cas, le fait que c'est bien qu'il y ait des films qui parlent en tout cas un en particulier, qui parle de notre réalité, etc. Le deuxième fait pour nous-mêmes, par nous-mêmes, etc. Alors qu'en fait, il y a une histoire finalement du cinéma antillais, on a l'impression qu'il y a une sorte d'amnésie en fait qui s'est créée parce qu'il y a deux films qui font l'actualité en ce moment. Donc l'idée, c'était de pouvoir relativiser sur cela et montrer justement qu'il y a tout un champ qui est exploré depuis, justement, il l'a dit, depuis 1981. Donc il y a des histoires de réalisateurs martiniquais qu'il faut connaître en fait et des œuvres qu'il a pu produire pour ne pas justement qu'elles tombent dans l'oubli et qu'elles montrent justement à quel point il parlait déjà de nous pour justement réhabiliter toute cette œuvre en fait qui existe depuis des années. Comme on disait aussi hors antenne, je dirais aussi nul n'est prophète chez soi, mais il faut quand même démontrer qu'il y a un travail qui s'effectue en Martinique. Un petit mot par rapport à son introduction? Non, c'est bien vu, c'est bien dit, c'est bien ça. Il y a l'évolution des choses, c'est certainement une bonne chose. Bon, effectivement, c'est deux films qui se suivent, entre guillemets, on va dire, même qui sont quasiment en même temps, qui sortent en même temps, quasiment. J'ai l'impression que ça donne un regain, ça permet justement aux téléspectateurs, mais tout le monde se dit « Wow, ben ouais, mais c'est pas mauvais ça ». Parce qu'on est tellement habitué à voir des films à grand budget, des films américains, des séries, des trucs et des machins. On est loin de notre contexte, on est loin de notre histoire, on est loin de notre culture. Donc, donc j'espère, moi je vais venir avec mon film bientôt. Donc en diffusion cinéma. Donc on verra si la mayonnaise prend, quoi, ça continue. Et j'espère bien. J'espère bien. Si c'est un réveil, j'espère que c'est un bon réveil. Et c'est important. Et plus les spectateurs seront dans les salles et plus le cinéma antillais, entre guillemets, va se développer. Plus il y aura d'autres productions. Ça encourage, ça stimule, c'est beaucoup de choses. Ça démontre qu'il y a également une qualité, qu'il y a également un travail qui est effectué et puis une vision également. Et puis pour commencer alors ton travail est profondément ancré dans l'histoire et la mémoire antillaise. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui de revisiter notre passé au grand écran? Alors, je ne sais même pas si on le revisite. Je crois qu'on ne l'a même pas visité encore. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est justement raconter ce qu'on ne raconte pas en général, quoi. Mes films, à travers mes films, je raconte les Antilles, plus largement la Caraïbe. Je penserais par exemple au film sur les secrets des forteresses de la Caraïbe. C'est quoi ces forts? À quoi ça a servi? On passe à côté, on ne sait pas, on voit des murailles là. Voilà, donc je pense qu'il fallait raconter à quoi ça a servi. C'est tout un pan d'histoire, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ça a été fait. On voulait s'accaparer des îles. Les Anglais, les Espagnols, les Français se sont battus pour s'accaparer des îles pour fabriquer du sucre. Donc voilà, donc je pense que c'est important. Donc c'est pour ça que je disais même, c'est même pas revisiter, c'est vraiment visiter, parce que bon, à mon âge, j'ai vu que ce que j'ai appris, moi j'ai appris à l'école mes ancêtres les Gaulois. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, j'ai pas l'impression que je suis un Gaulois, mais il y a un problème. J'ai cherché à en savoir plus. Et dans tous mes films, en fait, c'est pour justement raconter notre histoire, notre culture, notre patrimoine, qu'on soit fier de. On a une richesse incroyable.
Donc c'est important de mettre en avant. Comment s'effectue cette recherche-là? Parce que bon, pour ne pas, on n'est pas des Gaulois, ensuite faire un travail de cinématographie, faire des films, il y a une recherche derrière ça. Comment ça s'est passé? Ah oui, non, chaque film quand même, c'est beaucoup de travail. Je ne suis pas historien, donc il faut que je me documente beaucoup. Moi, j'ai une idée de mise en scène pour raconter telle ou telle thématique, en fait, on va dire, qu'on aborde dans les films, comme le costume traditionnel. Par exemple, un autre film que j'ai fait sur l'histoire du costume traditionnel, qui n'est pas un costume de carnaval, qui est notre patrimoine, c'est important, comme les Russes ont leur ou les Japonais. Donc, c'est notre patrimoine, c'est fondamental. Il faut le protéger, mais il faut connaître aussi l'histoire. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses qu'on ne nous raconte pas. Je crois que je suis peut-être l'un des seuls, justement, à faire des documentaires sur notre histoire, sur notre patrimoine, de mettre en valeur, et très largement dans la Caraïbe et à l'international. Et comment est venu le déclic? Déclic, il y a eu. Déclic, il y a peut-être eu un déclic, je ne sais pas, ça remonte à quelques décennies déjà. Donc, en fait, le déclic, il y a eu un déclic, oui, parce que, bon, en fait, avant tout, je suis photographe et je m'étais installé en 81, j'avais ouvert, donc, Studio Pat, un studio de photographie. Et en fait, je me suis retrouvé, comme entreprise qui se lance, à payer un loyer, à avoir des charges, électricité, téléphone et tout, surtout à l'époque. Et puis me retrouver en concurrence avec des photographes marrons. Voilà, qui cassaient les prix, qui eux n'avaient pas de truc de charge, voilà. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Je me suis dit, bon, je suis professionnel, c'est difficile. Et donc je suis parti. Le premier déclic, je pense que c'est ça. Donc j'ai laissé tomber la photographie pour faire de la photo animée, en fait, pour faire du film, voilà. Et donc pas tenir personne. Voilà, c'est un peu ça et c'est parti comme ça. Ok. On peut dire que tu es un investigateur sur le pays, alors? Peut-être. Ouais, il faut bien. Bon, je sais pas. Ouais, je suis resté. Mais je suis resté quand même longtemps, relativement seul, on va dire. Quelques productions extérieures. C'est même pas investigateur, un précurseur, je voulais dire. Oui, quelque part, oui, certainement. Ouais. Parce qu'en 1981, parce que les films qu'on connaissait à l'époque, c'était Cazenègre. Oui, on a commencé en même temps avec Ozan. Oui, on a commencé en même temps. J'étais une fois ou deux sous son tournage. On voulait faire le making-of, toujours pareil, c'est une question de finance. Bon, le moyen, l'éternel problème. Elle avait déjà le besoin pour faire son film. Moi, je venais d'acheter du matériel cinématographique. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas de vidéo. Hein. On est en caméra, cinéma et pellicule. On est vraiment pur cinéma. Donc ça coûte en matière première, on va dire, parce que bon, il faut de la pellicule et tout ce qu'il y a derrière. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Et puis bon, on a chacun fait notre chemin, quoi. Voilà. Il y a encore beaucoup à faire. Tout à l'heure, justement, on a parlé du cinéma à l'occidental. Quel effet que ça a, selon toi en tout cas, sur nos populations, et comment justement tu as voulu contrer cet univers? Ouais, c'est pour ça que je dis, je ne serai pas seul, ça va continuer. Je pense qu'il y a un long combat à mener. Ce fameux cinéma, enfin, les choses évoluent. Moi, j'ai connu jeune western tous les dimanches. On m'a donné du Tarzan et du western, c'est ce qui était à l'époque, à la mode, entre guillemets, c'est ce qu'il y avait. Donc tous les dimanches, on était content d'avoir en noir et blanc, au western. Et donc j'ai grandi avec cette image, parce que le cinéma, l'image, il y a une force importante sur l'éducation, sur les gens, en fait. On fait passer des messages et pas mal de choses. Et on grandit avec ça. Et en fait, on grandit avec le fait de ces films où Tarzan blanc est fort. En fait. On peut comprendre. Et bon, je vois même à notre époque un Tarzan blanc dans la forêt africaine contre les lions et les éléphants. Mais c'est ce qu'on nous a inculqué. Et en fait, le cinéma et toutes les productions qu'il y a eu à l'époque, surtout télévisuelles, bon, cinéma, c'était encore... Le cinéma, il y a eu aussi le karaté qui était à la mode. Bon, en fait, ça, c'est encore autre chose. Les 10 doigts de Shaolin ou je ne sais. Mais en fait, je ne dis pas que c'est mauvais, ce fut. Mais il faut réveiller les consciences et je pense que c'est pour ça que moi j'approche... mon approche, en fait, cinématographique, c'est justement de montrer ce qu'on a, nous.
Notre histoire, notre héritage, notre façon de vivre, notre culture, notre patrimoine. Et pas ces images venues de l'extérieur qui présentent la vie à leur façon et qui veut... C'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Je crois que ça finit par être reconnu, en fait, on va dire ça. Mais j'ai connu ça. C'est-à-dire que dans les films, notamment, beaucoup de films américains, c'est le blanc. C'est pas pour parler de racisme, mais je parle effectivement du principe. En fait, c'est lui qui est fort, c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sait tout faire. Donc je pense que... De manière subliminale, c'est-à-dire à force de montrer, donc il y aura ce regard-là qui sera un peu, je ne veux pas dire biaisé, mais c'est-à-dire qu'à force de montrer, donc automatiquement... C'est ça, l'image est forte. Et quand on n'avait que ça à cette époque, j'ai eu le cas, moi, personnellement, d'avoir ressenti ça. Je donne l'exemple, c'était aussi bête que ça. Je suis fils de médecin. Mon père était médecin. Et comme je dis souvent, je suis gris. Ma mère était blanche, mon père était noir. Donc ça donne du gris. Donc, métis que je suis. Et ces films, cette télévision, on avait... parce qu'on avait des heures pour regarder. C'était comme ça, et on n'avait que ça. Donc, et moi, j'ai connu, en allant, je dis, à la Ménor, c'est une anecdote qui est quand même assez extraordinaire. Donc, je dis bien, mon père est médecin noir, et je vais à la Ménor, et je voulais un renseignement médical, et il y a deux hommes qui, dans le couloir, à la Ménor, un blanc et un noir. Donc, je demande au blanc. Parce que pour moi, le blanc, c'est le médecin. Et le blanc, c'était pas un médecin, c'était le noir qui était médecin. Et ça m'a toujours marqué. Comment moi-même, fils d'un médecin noir, mon père est noir, tellement dans mon cerveau, après avoir montré toutes ces images-là comme ça, comme disait subliminal, tout ce qu'on veut, mais je vais vers le blanc. Parce que moi, c'est le blanc qui est médecin. Comme le noir est médecin, je suis pas médecin. Parce que dans les films, le noir, il est toujours... Mocardier. Voilà. Donc, bon, enfin, c'est vous dire, c'est la puissance de l'image. Voilà. Surtout, notamment sur les jeunes. Ceux qui se retrouvent maintenant, d'ailleurs, le problème qu'on a avec les jeunes qui sont toujours sur leur portable, avec des images venues d'on ne sait où et tout ce qui se passe, et bon, ça travaille. C'est d'une autre façon, c'est une approche tout à fait différente. Voilà. Ce sera dans une autre mission, pas un autre combat. C'est-à-dire que peut-être par le passé, c'était sous la couleur sans se rendre compte. Là, peut-être ce sera plus sur la violence ou bien d'autres vecteurs qui vont très accumuler. Ouais, non, je comprends. Tout à fait. C'est notre... Du coup, en tant que réalisateur et producteur, quelles difficultés que tu as pu rencontrer au cours de ta carrière? Les difficultés sont notamment manque de financement. Parce que c'est toujours pareil, comme me disait précurseur, peut-être, je ne sais pas, mais bon, je n'ai pas été seul. Il y a eu quand même d'autres réalisateurs. Il y a quand même Benjamin Jules Rosette, il y a eu Christian Lara, il y a eu quand même quelques cinémas. C'est le financement. Excuse-moi. C'est quand même dommage que ces noms-là ne soient pas mis autant en avant. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, comme tu disais lors de ton introduction, on va connaître le cinéma de par Jean-Claude Barny, avec Fanon, ou bien, j'ai oublié le réalisateur de Zahir, les autres Foix. Comment Foix. Et donc c'est dommage qu'en 2025, on va se croire que le cinéma antillais commence à partir de ces deux films. Ouais. Et entre-temps... C'est un réveil, comme on disait tout à l'heure. C'est comme un réveil, je sais pas, un choc, un électrochoc, je sais pas, oui. Et tu as donné quelques noms, comme... On a donné tout à l'heure la Usain Palsy, ensuite tu disais... Benjamin Jules Rosette ou Christian Lara, qui a fait quand même pas mal de films, je ne sais plus combien il a fait une bonne dizaine, sinon plus. Donc, ça a été un moment, ça a été, parmi ses premiers films, je ne me rappelle plus, c'est le titre, il y a eu plusieurs films, mais c'est la première fois qu'on voyait des Antillais, c'était à l'Olympia, notamment au cinéma, donc ça a marqué son époque. Ouais. Donc, et puis c'est aujourd'hui. C'est la faute à qui, selon vous? La faute de qui? La faute à qui? Je pense que de toute façon, c'est par rapport à nos politiques et par rapport à ceux qui s'occupent de la culture aux Antilles, que ce soit Martinique ou Guadeloupe. Ils ne font pas confiance aux enfants du pays. Toujours pareil. On a l'impression qu'on est
Donc c'est ce combat parallèlement que je mène depuis plusieurs décennies maintenant, que mes films sont primés à l'international. Martiniquais que je suis. La Martinique que j'emmène à l'international, à New York, à Houston et en Afrique et en Europe, et qui est primé. Donc on est bon. Même à Je ne parle même pas du dernier film, que ça dépasse l'entendement. Parce que même en Russie, même à Saint-Pétersbourg. Oui, mon dernier film a été primé, même à Saint-Pétersbourg, on a été primé en Inde, en Argentine, en Suède, des pays. Mon dernier film, c'est La couleur de l'esclavage, qu'on devrait avoir, je pense, sous peu, peut-être, on va dire mi-juin, je pense ça. Et, ouais, et donc, quand même... c'est pas l'histoire des Suédois, c'est pas l'histoire des Argentins, c'est pas l'histoire des Russes. Et malgré tout, le film a obtenu le premier prix. Meilleur film documentaire, long métrage fiction. Comme quoi, on est capable. Donc tu as parlé des problèmes financiers. Quelles sont les autres difficultés que tu as pu rencontrer? Alors, problème financier, à côté de ça, eh ben non, c'est toujours... Maintenant, je suis auteur, producteur, réalisateur de mes films depuis... quinzaine d'années, on va dire. Mais avant, je proposais, j'étais prestataire de services, j'ai fait pas mal de pubs, cinéma aussi, des films de prévention, sanitaire et autres. Et chaque fois que je voulais présenter un documentaire, une approche de notre histoire, aux autorités, aux organismes compétents, différents thèmes, que ce soit mairie ou organismes, régions, compagnies, c'est pas le moment. Bon, pourquoi parler de ça? Revenez l'année prochaine. C'était que ça, quoi. Donc, d'accord. Donc, oui, mais de toute façon, ça revient souvent comme si la culture, finalement, c'était pas quelque chose de prioritaire ou de quelque chose. Voilà, c'est mis en tout cas de côté parce qu'il y a d'autres priorités. Et pourtant, comme je disais, la force de l'image, c'est puissant. De nous voir, mais justement, on parle des deux films qui sont sortis là. Eh bien, on se dit, tiens, mais on est capable de faire des films, en fait. Et, ah bon, tiens, on vient de découvrir ça. C'est ce qu'on disait. Pourtant, alors, si ça fonctionne maintenant, si ça permet de continuer sur la lancée, on va dire, ben, tant mieux. Il était temps. Il était grand temps. Tu vas me dire ça, Louis, le génie martiniquais, il y a un génie martiniquais, et que dommage que nos politiques n'exploitent pas assez ce génie-là, parce qu'il y a un travail qui est effectué. C'est dommage que l'extérieur le constate et puis que nous pas kawaii. Ouais, ben alors, j'espère que là, les politiques qui nous regardent ou autres, j'espère qu'ils vont, tout au moins par rapport à ce que j'ai fait, qu'ils vont maintenant m'aider afin de faire. J'ai d'autres ambitions que je vais aller aux Oscars en 2028. Donc j'y travaille, j'y réfléchis, mais il faudra des moyens. Donc, et est-ce que c'est tout gagnant. Est-ce que tu as eu des difficultés de recruter des comédiens ou acteurs martiniquais ou entiers? Non, pas spécialement. Toujours le côté financier, parce que mon dernier film, il y a quand même 222 figurants, hommes, femmes, enfants, tous bénévoles, parce qu'il n'y avait pas de budget. Mais je les remercie toujours, parce que j'ai pu les diriger comme ce sont même pas des amateurs, ce sont des c'est monsieur tout le monde. Il faut savoir que dans mes figurants sur mon dernier film, il y a des policiers, il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des enseignants. Et donc l'anecdote, vu qu'on n'avait pas de moyens et tout, j'ai pu leur faire comprendre ce qu'il fallait et tout, et je crois que le résultat est fantastique d'ailleurs, pour des amateurs qui sont devenus des vrais acteurs et actrices, parce que vu le succès du film, certains étaient mis en avant, et on ne tournait que le dimanche. Ah ouais. Parce que leur métier, c'est avant tout d'être médecin, policier, infirmier et enseignant. Donc on ne peut pas tourner, voilà. Donc c'est pour dire. Consiste un coup de main. Donc, ouais, c'est un peu ça, quoi. Faute de moi, on a fait. Ils savaient ce que je faisais. Et la cause était, je pense, c'était important de faire un film. C'est un film puissant sur l'esclavage. C'est 1h30. D'où son succès à l'international. C'est quand même 144 récompenses dans le monde. Quand même. Donc, et 68 prix ou gagnants et sortis premiers. C'est l'ouverture du Festival de Toronto. Celui également d'Hamilton, au Canada. Donc, la Martinique est allée très haut.
Donc, voilà. Il y a eu combien de films? Combien de films as-tu réalisé pendant ta carrière? Ah ben bon, j'en ai fait quand même quelques-uns, mais disons que depuis que je suis autoproducteur, je dois une quinzaine. Une quinzaine. En tant qu'auteur, producteur, réalisateur, de mes films, pas des films de commande. Voilà. Je constatais aussi que c'était souvent des films historiques. C'est un choix? Oui, principalement. Ben non, comme je disais, un choix, oui, parce que bon, moi je me vois mal raconter un film policier, parce que c'est qu'à la mode, là, ça commence à être fatigant, ou un film d'amour, je ne sais. Je pense que nos besoins actuels, c'est de comprendre qu'on a une histoire qu'on ne montre jamais. On n'en parle pas de notre histoire. Donc, et moi, je pense que c'est fondamental que les jeunes et les moins jeunes connaissent notre histoire, en fait, notre culture, notre patrimoine, tout ce qui est autour de nous. Quand nous, on se voit et qu'on comprenne comment les choses se sont passées. J'ai fait un film qui s'appelle En temps longtemps, par exemple. C'est mon avant-dernier film, qui dure aussi 1h30. C'est un siècle de vie aux Antilles. J'ai reconstitué, là, il y a 350 figurants. On construit les taxis pays, tout est mis en scène. On part de 1860 et on monte jusqu'en 1960. Et qu'on voit l'évolution de la Martinique, et plus largement des Antilles, parce que je parle aussi de la Guadeloupe, des îles aussi à côté, Barbade, etc. Et cette évolution à travers des documents aussi filmés d'époque. Donc il y a un mélange des acteurs figurants qui sont en scène, et on voit l'évolution, et puis notamment toutes les inventions qui vont arriver entre les années 20 à 50. Tout va arriver. Pas pour nous seulement, parce que c'est aussi en métropole et bien ailleurs, c'est-à-dire les premières voitures qui arrivent dans les années 20, et puis la machine à laver, le réfrigérateur, l'appareil photo, caméra, radio, disque. Tout ça arrive en même temps. Les premiers bateaux à vapeur, les avions à hélice, et puis ça continue. Donc une grosse transformation. La télévision aussi, la radio, tout ça met en peu de temps. Je me suis même rendu compte, en voulant raconter notre histoire, l'évolution de la vie aux Antilles, qu'en fait, l'homme, en fait, a inventé, et je crois qu'on a tout inventé, parce que jusqu'à jour, on n'invente plus rien. On est en train de minimiser les choses par la technologie, par la miniaturisation. On voit avec un appareil portable comment on peut faire des films. Avant, il fallait une caméra, pas possible. Voilà, mais on n'a plus inventé depuis cette saison. Je me suis rendu compte de ça en travaillant sur le thème et en développant le film. Et si on y pense un petit moment, c'est ça. C'est un travail d'histoire. Hein. C'est incroyable. On a inventé tout sur 3 décennies à peu près. Voilà. Et depuis, on n'a rien inventé. On n'a fait qu'améliorer. Voilà. Donc c'est clair que. Faut y penser. C'est clair qu'une génération aussi a vu pas mal de choses. Ah oui, un changement incroyable. Tout ça est arrivé en même temps, quoi. Tout à fait. C'est comme si de nos jours on connaissait rien et puis on nous donne la radio, le cinéma, la photographie, le réfrigérateur, la machine à laver, tout ça débarque comme ça. Les moyens de transport aussi. Parce qu'après on prenait un bateau pour aller en métropole ou ailleurs, ou même dans les îles. Bateau à voile, c'était 1 mois ou plus selon s'il y avait du vent. Donc on est passé au bateau à vapeur, c'est autre chose. On était dans les 20-15 jours. Et puis les choses se sont améliorées. Et puis après l'avion. Donc on n'a pas fini. Et puis maintenant... c'est monnaie courante. Mais ça a changé beaucoup. C'est ce que je raconte dans mon film. C'est-à-dire que bon, nous qui vivions en Martinique, dans notre île, avec nos fruits locaux, avec nos couturières, avec notre façon de vivre, avec nos coutumes, notre folklore, eh bien là, il y a des choses qui arrivent de Paris. La mode de Paris qui arrive. Donc les gens achètent des robes toutes rouges, des robes fleuries. Bon, on n'avait pas ça. On avait notre madras, on avait nos tenues traditionnelles. Les hommes allaient chez le couturier, on faisait faire nos vêtements, nos chaussures. Maintenant, ça c'est. Maintenant, on est à l'ère de la consommation. Qui chez lui n'a pas 10 pantalons, 14 jeans, 25 chaussures. C'est une autre époque, c'est autre voilà, chose. Voilà, et on se dit maintenant, on gaspille, on pense au recyclage. C'est notre époque. C'est notre époque. C'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas, mais il faut qu'on aille avec l'évolution des choses, de la technologie. Mais c'est bien quand même d'en parler. C'est bien de le mettre en image. Parce que comme on disait, le poids de l'image, c'est important. Oui, et puis les choses ne se sont pas faites comme ça, et puis voir comment nos grands-parents vivaient. Parce que, aussi bien qu'on a vu combien de films sur le Moyen-Âge, combien de films également sur la Révolution française, et
combien de films sur plein de choses sur l'histoire américaine, la guerre sécession, etc. Donc, effectivement, le mettre en image, les choses qui ont concerné beaucoup de personnes de notre génération, une certaine époque, donc c'est important de le mettre sur le grand écran. Tout à fait, voilà. C'est important. Je pense. Louis? Oui. C'est surtout que si on n'est pas curieux, parce que ce que tu as dépeint sur les années, en tout cas de 1860 à 1960, ça c'est mes parents qui me racontent. Donc même dans Fort-de-France, je vois à travers leurs yeux. Mais du coup, il y a beaucoup de parts de mon imagination qui se jouent. J'ai appris aussi il n'y a pas longtemps qu'il y avait un quartier d'Indiens à Port-de-France, près du canal. C'est une information qui m'a fait tardivement, mais du coup, je reconstruis du coup l'image de Fort-de-France au début, de la construction des quartiers, etc. Sauf que s'il y avait eu l'image, effectivement, ce serait allé beaucoup plus vite. En tout cas, j'aurais pu comprendre des choses que j'ai compris tardivement et qui fait que j'ai jugé mes parents sur, par exemple, l'apport massif effectivement de matériel qui venait de l'Occident. Et à un moment donné, je me suis dit, dans ma construction, en fait, ils ont accepté finalement toutes ces choses-là. Alors que quand on le voit par l'image, on comprend que ça arrive de brusquement. Et en fait, il fallait s'adapter au fur et à mesure. C'est qu'aujourd'hui qu'on a du recul et qu'on peut se dire, oui, on aurait pu... Il y a des choses qui sont néfastes, qui sont bonnes, etc. Mais effectivement, si on n'a pas ce regard historique-là, ça biaise notre vision. Tout à fait. Ouais, donc c'est important, à mon avis, l'histoire, c'est pas pour... c'est pour savoir comment les choses étaient, comment on a évolué. Ça ne peut que servir, je pense, à comprendre ce que s'est passé et comment on ira demain. Et je pense que... Voilà. Ben ouais, votre transition, c'était par rapport à la question, effectivement, qu'il y a par rapport à tes documentaires, tes films, ça participe à la reconstruction de notre rapport par rapport à l'histoire et au territoire, parce que comme tu donnais l'exemple aussi, que je savais même pas qu'il y avait un quartier avec des Indiens, puisque moi, j'ai toujours entendu parler que les Indiens étaient davantage sur le nord Atlantique, voilà, Lorrain. Oui, voilà, Marigot, tout ça, Macoba, voilà. Mais une fois que les sucreries, justement, sont fermées, comme les autres, ils sont descendus sur Fort-de-France. L'exode rural. Il y a un réflexe, en tout cas, de se rejoindre avec ces communautés quand on arrive dans un territoire étranger, finalement. Donc, effectivement, ils avaient eu leur cachet à Fort-de-France. Mais ça, si on n'a pas l'image, pour le savoir, il faut les fouiller. Moi, c'est à travers un livre. Et c'est un livre que j'ai lu, dans lequel j'ai vu cette histoire-là, que je suis allé chercher. Mais sinon, en fait, l'information, j'aurais dû aller la chercher. Peut-être, elle serait jamais tombée sur moi. Au début de l'émission, on parlait des westerns. Mais bon, à travers les westerns, on a compris aussi l'histoire des Américains, qu'il y avait des Indiens, il y avait des cow-boys. Donc voilà, c'est à travers que ce visuel-là que ça nous a également... Tous les dimanches. Voilà, tout le formatage. Tous les dimanches. Okay. Est-ce que tu as déjà entendu, en tout cas, des retours... L'Indien sauvage, hein, attention, je me dis... Oui, l'Indien sauvage. L'Indien est sauvage. Enfin, il est chez lui, mais il est sauvage. Il y a aussi une vision... C'est vous dire. Une vision spéciale du gagnant, hein, du vainqueur qui raconte son histoire comme ça l'intéresse. Parce qu'effectivement, la vision, en tout cas, des autochtones d'Amérique est très... stéréotypé et un peu ce qu'on a vécu, nous, en tant que descendants africains, justement. C'est terrible. Ouais, je trouve ça terrible. Et est-ce que tu as déjà eu un retour des personnes qui vivent en France, d'origine martiniquaise ou guadeloupéenne, sur tes œuvres, en tout cas? Oui, ben notamment, tout au moins l'année dernière où j'étais pas là, je repars aussi là, mais que ce soit au Canada aussi, il y a eu, je dis pas une délégation, mais bon, beaucoup sont venus voir le film. Il y a eu Guyane, Martinique, Guadeloupe, les 3 départements étaient présents. Je savais pas qu'il y avait des fans là-bas, contents de me voir et tout. Et à Paris, en banlieue aussi, l'année passée, on l'a présenté là. Je retourne aussi en mai. Mais oui, ça plaît énormément. Après la projection, parce que lors de la projection, je suis là, et donc il y a des débats, des échanges. C'est fantastique. La couleur de l'esclavage, c'est bien ça? La couleur de l'esclavage, oui. Entre le XVIe et le XIXe siècle, 25 000 convois d'environ 300 à 450 captifs africains traversèrent l'Atlantique après 40 à 50 jours de périple vers les Antilles. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ces colonies, l'Europe a déporté plus de 14 millions de captifs de diverses nations africaines, dans le seul but de les exploiter dans des plantations. Il convient de retenir que c'est essentiellement par la violence que l'esclavage survécut
pendant les 4 siècles qu'il dura dans les colonies européennes. Les besoins économiques et sécuritaires des esclavagistes les firent utiliser toutes les atrocités possibles pour intimider cette population servile dont ils craignaient les réactions. Mais la patience humaine a des limites. La voix de... La voix française de Morgan Freeman. La voix française de Morgan Freeman, oui, on a reconnu. Alors, si le film, avec 22 figurants. 22 figurants, Oui, tourné le dimanche. tourné le dimanche. Donc du coup, entre l'idée du film et sa sortie, il s'est passé combien de temps? 4 ans. 4 ans. Ouais, oui, vas-y, donc. 4 ans, 4 ans. Ah oui. Parce qu'on ne tournait pas tous les dimanches. tout à fait. Pour faire le film, de 19, 20, 21, 22... C'est 4 ans et demi à peu près, hein, parce que ça a commencé juste... On a connu le Covid, la fin du Covid, où pour se réunir, on était limité en quantité. Je crois qu'il ne fallait pas plus de 6 personnes. Bon, quand on allait sur les lieux, il fallait avoir... J'avais une obligation, je ne sais plus, de 4 km ou de je ne sais plus quoi. Ça a été... voilà, bon. Et puis il y a eu beaucoup de travail, hein. C'est plus de 70 livres étudiés, anglais, espagnol, français, des recherches, des musées, parce que j'ai dû fabriquer des accessoires. J'ai construit d'ailleurs l'intérieur du bateau négrier, parce que dans le bateau, j'ai construit l'intérieur du bateau négrier, et puis tous les accessoires de tortue ou autres qu'il a fallu reconstituer, voilà. Donc, un gros travail d'histoire. Gros travail, oui. Un gros travail d'histoire, un gros travail tout court. Ouais. Ah oui, c'est un gros travail. Ah oui, 4 ans et demi. Ah ouais, 4 ans et demi. Et 222 figurants, et qui, comme je disais, bon, comme ce sont des amateurs qui ont voulu participer au film, la thématique leur a plu, expliquer un petit peu tout ça, et... Mais en semaine, ils ne pouvaient pas, parce que bon, ils travaillent, hein, ils sont pas des acteurs professionnels, ils sont avant tout, comme je disais, gendarmes, instituteurs, infirmiers, enseignants, et ils ne peuvent pas, donc voilà. Donc, gros chapeau à eux, parce que bon, ils ont donné de leur dimanche, ou en chef général, on aime bien avec les enfants, aller à la plage, ou je ne sais pas, face aux activités. Non, on venait au tournage, et ça a été que du bonheur, quoi, en fait. Comme souvent je dis, les ancêtres étaient avec nous, parce que bon, tout s'est bien passé. On peut constater également sur les scènes qu'on a pu voir du film qu'il y a beaucoup de scènes. Il y a beaucoup de scènes, à savoir on voit dans l'habitation, le côté marron, sous l'habitation, dans les champs. Donc, c'est bien pour ça le titre La couleur de l'esclavage. Pour moi, c'était la couleur, c'est un jeu de mots, parce que bon, il s'agit de personnes noires, mais c'était pas ça seulement. C'est la couleur, c'était comme une palette en fait. Et donc, dans mon film, je raconte l'histoire. On parle déjà des bateaux négriers, de différents personnages, hommes, femmes, enfants, et leur destinée, leur devenir. Qu'est-ce qu'ils vont? On les a capturés de force en Afrique, on les met en esclavage dans les îles. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est souvent les questions qu'on se pose. Mais comment ils mangeaient? Comment ils s'habillaient? Comment ils se divertissaient? Comment ils mouraient? Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Et le travail. Donc j'ai toute cette approche. C'est pas seulement couper de la canne, mais c'est aussi les femmes qui sont à l'habitation, qui s'occupent de faire le nettoyage, les repas, laver le linge et compagnie. Les hommes aussi qui vont s'occuper des animaux. C'est pas que couper la canne, il faut nettoyer le moulin, il faut les femmes qui en fourneuses qui amènent la canne au moulin. C'est toute une génération qui a été comme ça sacrifiée à différentes tâches. Voilà. Ce que je n'en reviens toujours pas, c'est-à-dire que quand on regarde un petit peu tes ouvrages, ton travail, ça devrait être repris de par les institutions, c'est-à-dire les CTM, rectorat, parce qu'il y a une grande part d'histoire.
Et cette part d'histoire-là, il y a beaucoup de générations qui devraient la connaître aussi. Beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup de scolaires, d'écoliers qui devraient le savoir, de collégiens, lycéens qui devraient savoir tout ça. Et c'est dommage que les aides n'ont pas pu être effectuées parce que ça concerne notre histoire. Hein. Ouais, la CTM a fait une acquisition de vidéos pour équiper les écoles. C'est déjà ça. Maintenant, tous les films ne sont pas au programme. Je prends l'exemple de notre film que j'ai fait qui s'appelle Ville des îles, qui n'est pas un film historique en fait. J'ai pensé à un moment, tant que martiniquais, bon, moi qui voyage beaucoup, notamment dans la Caraïbe, comment ça se fait si on faisait un micro-trottoir, on va parler des îles Caïmans. On demande à quelqu'un dans la rue, c'est où les îles Caïmans? Nos voisins à côté d'Haïti. Donc c'est terrible. Donc je me suis dit, tiens, mais je vais faire un film. Donc j'ai fait un film. Là, j'ai pu avoir des fonds d'Interreg, des fonds européens qui m'ont aidé pour faire des DVD. Donc c'est un film que j'ai fait il y a 7 ou 8 ans maintenant. Et c'est un film qui présente toutes les capitales, donc ça s'appelle Ville des îles de la Caraïbe, qui présente toutes les capitales de façon que les jeunes, les moins jeunes et tout le monde puissent connaître, et donc en diffusion DVD, qui ont été distribués et tout. Alors pour répondre à la question, c'est paradoxal, c'est que quand j'ai contacté en Martinique le rectorat, pour leur demander combien d'écoles, je ne sais pas combien de lycées, combien d'écoles, pour équiper les écoles et les lycées, puisqu'il y avait des fonds européens qui m'aidaient à reproduire les DVD pour les distribuer dans les organismes, toutes les écoles possibles. On m'a répondu, Monsieur Bouss, nos salles de classe ne sont pas des salles de cinéma. Waouh! Je dis, bon, non, je laisse tomber, là, je ne peux plus. Il y a combien d'années à peu près? Il y a 7 ou 8 ans maintenant. Parce que j'ai un fils qui est en première, ouais. On leur montre certains films historiques, donc les choses ont un petit peu changé. J'espère. Dès qu'on va te dire que c'est pas dans le programme, donc, maintenant on ne parle plus de nos ancêtres de Gaulois. Mais bon, on a mis d'autres choses, nous pouvons s'en passer. Bon, mais on ne connaît pas tout ça l'ouverture. Donc je pense, et bien d'autres. Mais il faudrait commencer par notre histoire, par nos héros, je sais pas, moi, qu'on connaisse Charlemagne, je veux bien, il a inventé l'école, après c'est... Bon, quelle école? Donc on a toujours... On est tellement formaté qu'il n'y a pas que la télévision, hein, c'est par l'éducation. C'est quoi cette éducation qu'on nous donne? Ça ne correspond pas à notre culture, à notre patrimoine. Bien souvent, en plus... Bon, combien souvent les enseignants vont me rejoindre quelque part? Parce que pourquoi on a autant d'enseignants venant de métropole pour nos enfants qui sont jeunes? Des enseignants qui ne parlent pas le créole, qui ont des fois des difficultés à comprendre le retour. Alors que le créole, maintenant, avant, on ne voulait pas parler créole, il ne fallait pas parler créole. Et maintenant, on enseigne le créole. Bon, les choses évoluent, on fait avec. Et est-ce que tu sens une relève dans le milieu cinématographique, en tout cas, au niveau de la réalisation et des Oui, de plus en plus. Ce qui est regrettable, bon, il y a cette expérience des 2 films qui sont sortis comme ça. Bon, le mien vient là derrière, donc on verra. Mais oui, je pense que maintenant, c'est dû au fait que, quand j'ai commencé en cinéma. Donc c'était un investissement lourd. J'avais fait un prêt à la Sodema à l'époque pour acheter caméra, table de montage, c'est de la pellicule. On a une petite bobine, ça coûte, je ne sais plus combien, ça dure 3 minutes. Ah ouais. 3 minutes. Ça fait pas grand-chose avec toi. Ça fait pas grand-chose, sachant qu'il faut acheter la pellicule vierge, qu'on va l'utiliser, il faudra l'envoyer à développer. Il faut le développer. C'est comme les pellicules photo avant, les négatifs photos. C'est un travail incroyable. Donc, maintenant, mais avec un portable, on fait un film. Donc, tout un chacun n'a pas besoin d'avoir maintenant, avec effectivement un portable, on peut faire un film, on peut faire, je sais pas, une petite démo, un petit truc, on peut faire une petite fiction, Enfin, on a de quoi travailler, de quoi s'entraîner, de se dire, bon, peut-être, mais c'est pas mal ça, mais peut-être que je vais être réalisateur. Bon, donc ça fait qu'il y a une évolution et de plus en plus de jeunes, de boîtes de production se montent, et c'est tant mieux. Je pense que, bon, dans les années à venir, on verra...
un cinéma plus proche de nous, de notre réalité, de notre coutume, de notre histoire. Et puis j'espère qu'on va avoir des thématiques un peu plus larges que ce qu'on a maintenant. Ce que je reproche notamment à un des films, c'est d'être sous la violence. Ça a été tourné en Guadeloupe. Sans citer, on va se reconnaître, mais bon. C'est dommage parce que souvent, quand on a un film antillais, ce qu'il y a eu dans les années... C'est souvent des films avec beaucoup de violence. C'est un peu regrettable. Donc, règlement de compte, il y a des armes, il y a des... Règlement de compte, oui, des armes, il y a quoi? Il y a des viols, il y a de la moto, il y a de la drogue. C'est un petit peu dommage. Il faut reporter toujours pareil, dans l'autre sens. C'est l'image qu'on donne à l'international, qu'on envoie ailleurs. Mais c'est comme ça, mais ça représente quand même une certaine réalité également. Mais oui, voilà. Mais c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se contenter que ça, alors qu'on a déjà beaucoup de films policiers, parce que maintenant c'est pas western, maintenant c'est policier. Donc que ce soit toutes les séries américaines mises en français, allemandes, anglaises, et puis notre tropique criminel. Voilà, donc moi j'en passe. Paradise en Guadeloupe, bon ben quand même, on a autre chose. En Martinique, il y a déjà quasiment, bien malheureusement, tous les 2-3 jours, il y a un mot. Par arme à feu. Alors, ils n'ont même pas besoin de scénariste, ils n'ont qu'à prendre une histoire réelle et puis la mettre en scène. Bon, ben, voilà, je pense que... Alors, j'espère qu'on va arriver à des films plus positifs, entre guillemets, de vie, de notre vie, de tous les jours, d'histoire peut-être d'amour, j'en sais rien. Je pense qu'il y a autre chose à faire que des films qui sont quand même drogue, violence. Voilà. Tu connais des nouveaux réalisateurs? Des nouveaux réalisateurs? Des nouveaux réalisateurs martiniquais, guadeloupéens? Non, pas spécialement, parce que bon, on est un peu tous de notre guidon. Mais je sais qu'il y en a quand même qui montent. Je n'ai pas les noms, je ne sais pas, mais bon, ça commence à bouger un petit peu. Oui, je pense. Et c'est très bien. Est-ce qu'un jour il pourrait avoir, je ne vais pas dire un Hollywood caribéen, mais une grande scène, grosse scène de production avec une multitude de réalisateurs caribéens, martiniquais, guadeloupéens? Est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire comme ça se fait par exemple au Nigeria? Je sais au Nigeria, il y a, en termes de production cinématographique, il y a un gros travail, en Afrique du Sud aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire en Martinique? Il faudrait que les politiques aussi s'y mettent. Je sais pas. On veut bien, mais s'il n'y a pas les moyens financiers, ça ne peut pas. On a toutes les possibilités pourtant. D'ailleurs, est-ce que... On a des paysages, on a des décors, on a une histoire, on a un patrimoine, on a de belles choses. Pas seulement en Martinique, mais Guadeloupe, Caraïbes et tout, on a des choses fantastiques. On a des histoires vraies aussi, des choses à raconter. Il y a plein de... Moi, j'ai dans mes tiroirs encore plein de films à réaliser, donc... si Dieu me prête fille, je vais essayer d'en faire encore en fonction de mes moyens. On a des décors aussi. Des décors, oui, fantastiques. Des gros décors. Ah oui. Et d'ailleurs, est-ce que au niveau de la technique, donc dans le montage, dans les métiers du cinéma, tout ce qu'on ne voit pas justement qui sont derrière l'écran, est-ce que tu as des difficultés à recruter des Antillais? Est-ce que tu sens que le besoin d'aller chercher justement de la technicité ailleurs qu'en Martinique? Ah non, moi, mais mon équipe, comme j'ai dit, la moitié de mon équipe, pour ne pas dire les 2/3, ce ne sont pas des professionnels. Okay. Voilà, donc je suis vraiment homme d'orchestre, puisque bon, il me faut mettre en scène tous les figurants, en fait, qui deviennent acteurs par la force des choses, et m'occuper de la partie technique. Je contrôle aussi les cadrages, les caméras et tout. Donc, mais sinon, je suis purement à tout ce que je peux faire local. Okay. Donc, tout a été fait localement, à part la voix de... c'est tout, à part la voix off. Et notamment pour la version américaine aussi, c'est un acteur américain qui vit à New York. C'était un choix de qualité, et, anglophone, puisque le film diffusé dans le monde a été à bien 95% présenté en version anglaise, pas en version française. Même mon dernier film où j'étais primé au Pan-African de Cannes, il a été présenté en anglais, sous-titré en français. C'est un festival aussi international avec beaucoup de gens qui viennent des États-Unis ou de l'Afrique anglophone. Donc, et c'est quand même l'anglais qui passe partout. En Suède, il a été présenté en anglais, en Argentine en anglais, même pas en espagnol. C'est vraiment l'anglais qui... voilà. D'accord, donc ça montre qu'effectivement qu'on peut
Il y a pas de... Parce que ça, c'est quelque chose que j'entendais sur le fait que la technique, il faut aller la chercher à l'étranger, etc. Et tu es en train de prouver en fait que non, en Non, fait, et plus ça ira, moi je pense, plus ça ira, plus on sera formé à cet exercice de produire par rapport aux équipes qui sont de passage et puis par rapport à nous-mêmes. Ça ne fait que, bon ben, il n'y a pas mieux. Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai pas fait d'école de cinéma. Donc tu es totalement autodidacte. Ouais, je suis parti le jour du bac parce que bon, j'ai commencé à faire de la photographie depuis le lycée, depuis le CES Renan, au collège. Il fallait une activité. Et j'ai choisi la photo. Comme il y avait des belles filles dans le club, alors je me dis, bon, je vais aller faire de la photographie. Et puis ça m'a servi, puisqu'on a appris à développer. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas de photo couleur. Quand j'ai commencé, moi, avec mon âge, c'était la photo noir et blanc. Et on apprenait à passer avec les lumières inactiniques et tout, à développer et à impressionner une photo sur du papier noir et blanc qu'il fallait tremper dans les bains et tout. Voilà. Et c'est un ensemble de choses. Et puis, bon, j'ai déjà pas mal... Et je faisais des photos au CERMAC quand j'étais allé au lycée. Et il y avait un concours. Il y avait 3 thèmes, j'ai gagné les 3 thèmes. Et bon, tout ça m'a donné une certaine... Bon. Et puis, il y a eu une annonce dans le quotidien. On cherchait un photographe de plateau, une équipe de tournage franco-vénézuélienne pour tourner dans la Caraïbe. Et j'ai montré ce que je faisais. Et ils m'ont pris comme photographe de plateau. Et comme quoi, à dessiner des fois, et c'est le jour du bac, donc je suis pas parti avec eux, j'ai pas mon bac, donc j'ai pas mon bac, enfin j'ai rien du tout. Je me suis fait tout seul, je suis autodidacte, et donc j'ai appris sur le terrain, il n'y a pas mieux en fait. J'ai toujours dit que bon, l'école c'est pas systématiquement, on parle même pas de la petite école, mais même pour les grandes écoles, ça dépend de ce qu'on veut faire. Je considère que quand on est artiste entre guillemets, je sais pas si je suis artiste, mais bon, on doit apprendre à utiliser les outils. Même un portable, il faut savoir utiliser un portable. Un iPhone, ça fait plein de choses. C'est pas seulement allô. Donc voilà. Et après, c'est l'artiste qui doit parler. On dit pas, à mon avis, c'est mon avis. On va pas dans une école même de cinéma, comme moi je n'ai pas fait, pour me dire c'est comme ça qu'on filme. Là c'est 2 tiers, là c'est 1 tiers. Là non, il faut pas mettre 2 jaune à côté du bleu. Enfin, laisse-moi m'exprimer. De l'imaginaire. Mais tous mes films ont été primés à l'international, quoi. À New York. Donc je pense que c'est... Il faut laisser ce côté artistique, quel que soit, mais je pense que même pour la peinture ou autre, à mon avis, c'est savoir utiliser les outils. Comme un musicien, c'est pareil, savoir, il y a une base. Mais après, la machine va venir de lui-même. Combien de grands musiciens n'ont jamais appris, ils ne savent même pas aller... Mais ce serait quand même intéressant qu'il y ait des écoles en Martinique, entre autres, tu pourrais être également formateur. C'est-à-dire, s'il y avait des écoles pour pouvoir former des futurs réalisateurs, des futurs cadreurs, des futurs monteurs. Voilà, c'est-à-dire si ce travail-là commence à exploser, démontrer, motiver certains... Ça commence à venir, ça commence. Je n'ai pas tous les enseignements, mais il y a quelque chose au lycée Schellcher. Il y a aussi, je crois qu'il y a des classes, je ne connais pas tout, je ne suis pas dans ça, je n'ai pas le temps de... Mais il y a aussi des classes où il y a l'option cinéma. Ouais. Ça permet aussi à des jeunes de découvrir le monde du cinéma. Il y a quand même des petites choses qui se placent. Faire une école de cinéma, bon, je ne sais pas si... Je ne sais pas. Ça va peut-être venir dans le temps, hein, si... Ça va, on n'a pas d'école de musique. Depuis combien de temps on a un conservatoire de musique? Il n'y a pas plus musicien que je me rappelle, c'était dans le programme, de la majorité en place. De la majorité en place, on va pas donner de nom. Et effectivement, on parlait du lycée Schellcher, il y a également un grand réalisateur de clips, Chris Macari également, qui était au lycée Schellcher, qui fait des très gros clips aussi. Donc c'est pour montrer qu'il y a ce génie martiniquais. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, il parle du fait qu'en passant par l'école, il y a une certaine formalisation. Il y a une certaine normalisation qui se fait. Et en tant qu'artiste, c'est important en tout cas qu'un artiste nous apporte cette voie-là. Il nous montre que en étant autodidacte, tu peux arriver à un résultat sans forcément passer par la formalisation de faire des études, de faire une école de cinéma, etc. Donc c'est intéressant aussi de laisser le génie s'exprimer. C'est pour ça que je dis qu'il faut la part des choses, à mon avis, et ne pas effectivement, comme tu dis, bloquer un étudiant ou autre, on va dire, à apprendre et on fait ça et ça, on ne fait pas ça. Mais pourquoi on ne fait pas comme ça?
Et moi, je fais mes films, j'ai ma méthode à moi pour faire mes films. Ouais, mais l'expérience parle aussi. Donc, Mais l'expérience parle également. Hein. J'ai Parce créé que- ma propre... Oui, c'est ça, mais l'expérience parle également. Et moi, je pense aussi qu'il y a, selon moi, à une certaine époque où il y avait... Bon, je ne vais pas dire le choix, c'est-à-dire qu'il y avait l'imagination qui pouvait s'effectuer à travers tout ce qu'on pouvait capter. Et là, je trouve que peut-être, des fois, on est peut-être focalisé que sur certaines images. On peut avoir le choix et malgré ça, on va rester sectaire sur un format. Et donc, c'est pourquoi, bon, ça va dépendre, pour moi, ça va dépendre de tout à chacun. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la télévision des années 70, ou je sais pas, c'est Western et compagnie, tous les films, et le cinéma américain a fait que maintenant il y a un quota. C'est un peu, je trouve que c'est un petit peu aussi gênant. Parce que bon, le quota, c'est quoi? C'est-à-dire que pour faire un film, il faut un certain nombre d'acteurs noirs. On ne peut pas faire un film qu'avec des blancs. Donc on a dit, tiens, on va mettre un quota, un pourcentage. À quelque part, c'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas. Parce que maintenant, systématiquement, alors pour faire bien, on va mettre le directeur de l'hôpital, mais non, c'est un black. Mais non. Ou bien le directeur de la police. Bon, quand même. Bon. Et ça revient quasiment systématiquement. Les stéréotypes, comme tu disais. Voilà, donc voilà. Et ça fait que le cinéma américain, c'est vrai que c'est des visières, c'est une façon de faire. Moi, je ne peux jamais, je reste indépendant, je vais refuser même un financement d'un Américain qui va me dicter comment je fais mon film. Parce que bon, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est une grosse industrie, mais c'est le producteur qui décide du film, en fait. Moi, je fais un film, comme j'ai dit, j'ai pris des amateurs. Il n'y a pas de moyen de faire venir des acteurs, payer des acteurs, mais que je leur apprends au fur et à mesure. En fait, je leur parle dans l'oreille pour leur dire, bon, voilà, on va faire comme ça. Voilà, ici. Ça, mais c'est magnifique. Allez, on a les larmes aux yeux. Jusqu'à maintenant, moi qui vois le film, je l'ai vu plus de 70 fois. Des fois, je perds ma voix quand on m'interviewe après. Parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment fortes. Mais ça marque malgré tout. Parce que je me remets aussi dans le bain, comment on a fait tout ça. L'émotion. Ouais, l'émotion. Il y a un tournage avec une femme qui joue, bon, je peux pas dire trop le truc, bon, où une partie de l'équipe a pleuré. On tourne un film, hein. C'est le cinéma qu'on fait. Mais elle a tellement bien fait ça, alors qu'elle n'est pas actrice. C'est tellement fort qu'on a une tristesse, on a une émotion, voilà, et ça c'est important. Lors du choix du titre de la thématique, le cinéma antillais, on réfléchit, tu nous disais, le cinéma des Antilles. Mais ce serait le cinéma aux Antilles. Aux Antilles, parce que comme tu disais également que un Martiniquais pourrait faire un film japonais, mais avec le regard martiniquais par rapport, même si c'est pas forcément de chez nous, mais avoir le regard, même si c'est à l'extérieur, mais avec avec notre regard à nous. Oui, tout à fait, parce que bon, cinéma antillais, quand on réfléchit, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. C'est plutôt une approche, comme on disait, de notre coutume, de notre façon de vivre, qu'on raconte à travers des films. Mais c'est comme je vois un médecin. Un médecin, il est médecin. Qu'il aille en Belgique, aux États-Unis, en Afrique, il pourra soigner quelqu'un parce qu'il est médecin. On va pas dire, mais non, mais il faut un médecin africain ou un médecin belge. Mais non, c'est un médecin. Le réalisateur, c'est pareil. Je peux tourner en Chine, ou je peux tourner aux États-Unis, ou je tourne dans les îles aussi ou autres. Donc le cinéma antillais, c'est un petit peu... Il ne faut pas que ce soit un cinéma comme il y a les Indiens. Par exemple, les Indiens ont leur film à eux. Bollywood et compagnie, d'ailleurs, c'est les plus gros producteurs au monde de films. C'est incroyable, devant les États-Unis. Moi, personnellement, je ne peux pas regarder un film indien. Je n'ai pas cette culture, je n'ai pas cette approche. Je ne me reconnais pas dans le film indien. Parce que la musicalité, la manière de faire, c'est pas moi. La culture. Donc, j'arrive pas. J'arrive pas. J'ai déjà essayé, je n'y arrive pas. Voilà, c'est... Et n'empêche que ce sont les plus gros producteurs de films au monde. Mais ils sont tellement nombreux déjà que bon, ils ont déjà de quoi aux téléspectateurs, spectateurs, tout ce qu'on veut. Ils ont les financements. Mais c'est pour ça qu'on dit, voilà, mais nous, au cinéma antillais, c'est bien qu'il y ait des réalisateurs antillais. Voilà.
Mais en tant que réalisateur antillais, on peut aborder beaucoup de sujets et au-delà de la Martinique, de la Guadeloupe ou je ne sais. C'est pour ça que c'est un petit peu réducteur en fait. On a besoin d'un cinéma pour nous. Quand on dit cinéma antillais. Et c'est peut-être ce qui freine un peu. Tout dépend de la perception aussi. Oui, mais c'est ce qui... Tant mieux si ça peut ouvrir maintenant, si ça vient maintenant, ben, tant mieux, hein, c'est toujours bon, c'est bon à prendre. Mais des fois, on va dire, ah mais non, ça va pas intéresser moi, quoi. Parce qu'on a déjà donné des images. Je parle d'un métropolitain, par exemple, on dit, ah mais non, bon, ça, Bayogi là, c'est pas Bayogi là. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit réducteur. Ok. Si on se comprend. Oui, on s'est compris. C'est compris, c'est compris. Donc, comme on touche sur la fin, est-ce que tu aurais un message à transmettre aux spectateurs ou des personnes qui s'intéressent au cinéma, de la nouvelle génération? Qu'est-ce que tu aurais comme message à leur livrer? À la fois, aussi bien les futurs réalisateurs, on va dire, les jeunes qui se lancent, courage. De toute façon, qu'est-ce qui est facile? Rien n'est facile. Quand on est dedans, on se rend compte des choses. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison. La preuve, moi, je suis à l'international, donc on peut arriver. Et pour les spectateurs, soutenez nos producteurs, nos réalisateurs locaux. Voilà, je pense que on n'est déjà pas soutenu par les collectivités. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'en Guadeloupe, on finance depuis maintenant 15 ans Paradise, 500 000 €. La région donne 500 000 € à une série qui s'appelle Paradise, oublie la version française, parce que c'est tourné en Guadeloupe, mais on ne parle pas de Guadeloupe, c'est l'île de Sainte-Marie. C'est-à-dire que les politiques ont même signé ça dans le contrat. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Et puis c'est ça encore qu'on nous donne, c'est encore des crimes, c'est encore des meurtres. C'est déjà pratiquement, je crois, au moins le tiers, ou c'est pas plus, du budget culture de la région. À l'époque, on disait, ouais, mais c'est bien les premiers épisodes, mais non, ça va faciliter les techniciens guadeloupéens, ils vont apprendre, on aura des grands réalisateurs, 15 ans après, on devait en avoir plein, là, on devait ne pas savoir quoi faire. Et on continue à donner 600 000 €, 500 000 €. C'est pas rien quand même. Et puis nous, on est parti Paris. Avec notre, il fallait aussi. Voilà, donc, pour vous donner ça. Enfin. Ok, merci en tout cas. En tout cas, merci. J'ai pu constater que, sans même poser certaines questions, la transition se faisait de manière fluide, naturellement. Donc, merci encore. Mais merci de m'avoir reçu, merci de l'invitation. Bon, il y aurait tant à dire, oui, de part déjà, moi, mon expérience et ma carrière, si on peut dire déjà. Donc, on rappelle, on rappelle encore... mais bientôt à l'écran, la couleur de l'esclavage. Les couleurs de l'esclavage. Bon, j'espère qu'on va le voir. Voilà, on le voit là maintenant. Les couleurs de l'esclavage. La couleur de l'esclavage. La couleur de l'esclavage, ouais. Voilà. Donc, à voir ça, c'est censé sortir. Je pense mi-juin. Mi-juin. Tout ça, j'en parlerai, je vais faire les médias, on va en parler. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Un petit mot de fin, Louis? Oui, donc comme je disais sur le début, donc l'importance de l'image, et comme Patrick l'a si bien dit, il y a tout un pan de notre histoire qui serait intéressant de mettre en image pour qu'on comprenne les choses, parce que bon, il y a des choses qui existent dans les livres. Moi, je sais que j'ai beaucoup lu Confiant Chamoiseau, qui me donne une image effectivement du passé, mais l'image frappe. Ne serait-ce que pour nous, déjà, pour avoir justement ces héros, comme tu dis, c'est sa culture finalement qui rejaillit, mais aussi pour les personnes de l'étranger. Quand je le dis souvent, quand j'étais au Togo, c'était très compliqué pour moi de faire comprendre aux Togolais c'est quoi la Martinique, quelle est notre culture, etc. Avec un film, ça aurait été beaucoup plus rapidement. Donc là, j'ai parlé, etc. Mais l'image aurait pu beaucoup plus frapper que moi qui raconte comment ça se passe sur mon île. Donc, c'est une chose qui est importante. Et comme il l'a dit, de laisser part la créativité. Je pense que c'est quelque chose qui est très important dans ce qu'on vit aujourd'hui. Et notre génie. On a un génie, il est là. Faisons-le vivre. Et comme tu l'as dit aussi, en tant que spectateur, spectatrice, arrêtons de faire comme si le cinéma commence en 2025, il existe depuis. Et encourageons-le. Justement, au quotidien, il y a des réalisateurs qui travaillent au fin fond justement de leur campagne. Tu disais que chacun a la tête dans son guidon. Oui, j'en connais quelques-uns, ils ont la tête dans le guidon. Donc ouvrons les yeux sur le cinéma qui se fait en tout cas en Martinique et en Guadeloupe, et effectivement encourageons-le, quel qu'il soit, que ce soit des grosses productions ou des petites productions ou des moyennes productions. Il y a des œuvres qui se font, il faut se tenir au courant, et c'est important.
J'ai envie de dire que le visuel facilite la transmission. Exactement. En tout cas, ce serait bien en tout cas d'équilibrer. Un peu comme dans tout, et d'ailleurs aussi d'être original, parce que comme il l'a dit, bon, c'est une critique qu'on peut faire sur autre chose, mais c'est vrai que le thème de la violence revient souvent, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'image, etc. Bon, je pense qu'on connaît. On peut faire preuve d'innovation. On peut voir, voilà, on peut faire autre chose, parce qu'il y a plein de réalités qui se jouent sur notre île, et notre île est riche justement culturellement, donc on a plein de choses qu'on peut... Il y a des choses à dire. Voilà, qu'on peut montrer, et on peut équilibrer entre justement les livres, les choses qu'on voit visuellement, la musique, etc. D'accord. Mes téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez apprécié cette émission ce soir, riche en beaucoup d'informations, beaucoup d'histoires, et puis beaucoup de bonnes choses pour le futur aussi. Bonne quête pour la suite. Bon, même pas quête, le travail a déjà été fait. Encore plein de choses encore pour le futur. Et encore merci d'avoir accepté l'invitation.